Il est là comme au premier jour, il est là parmi nous. Je suis là. En effet, est-ce que je vous ai manqué? Ne répondez pas, je sais que je vous ai manqué. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est pour vous parler de Jeanne et de Jeannette, deux films de Bruno Dumont, ou plus précisément pour vous en reparler, car j'avais déjà abordé la question dans cette vidéo-ci, à l'occasion de la mort de Christophe, le compositeur de la musique du film Jeanne. Mais si je tiens tant à reparler de ces deux films, c'est parce qu'un type a cru bon de les considérer comme des nanars à travers deux vidéos parfaitement médiocres. Et ce type-là a une chaîne qui s'appelle Epic Te Haching of Te History. Oui, monsieur, parfaitement. Et il a pour pseudo Rack, le misomuse. Et ce misomuse, je vais le mettre en orbite. Et je vais tellement le mettre en orbite que je vais vous expliquer, à vous, chers spectateurs, pourquoi et comment il a été incapable de se rendre compte qu'en fait, il avait apprécié le film qui traite de nanar. Mais vu que je suis infiniment bon, pour apaiser sa souffrance, je vais lui faire une promesse. Que dis-je? Un cadeau. Le cadeau de ne pas aller voir les autres vidéos de sa chaîne afin de ne pas en rajouter. De m'attarder uniquement sur ce qui nous intéresse, à savoir les conneries qu'il raconte sur Jeanne et sur Jeannette. Et pourquoi est-ce qu'en réalité il a apprécié le film sans le savoir? Et avant de procéder à cette mise en orbite, j'aimerais d'abord répondre à certaines personnes, à certains commentaires qui sont récurrents et qui viennent à chaque fois que je veux faire une nouvelle vidéo. C'était déjà le cas lorsque j'ai parlé de Juju, mon ami Juju, mon grand ami même, mon protégé, qui me disent « Non mais cette vidéo n'est pas sérieuse, il n'a pas une chaîne sur le cinéma, épargne-le, sois bon !» Oui mais ils oublient une chose, Dieu est miséricorde, moi non. Parce qu'en fait il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas parce qu'une vidéo se fait sous le couvert de l'humour qu'il n'y a pas un message. Et je suis désolé de vous le dire pour ceux qui me pensent mentalement déficient, mais je suis capable de comprendre que cette vidéo est pour rire. Non, je vous assure, mais c'est après bien sûr moult heures de réflexion, mais j'arrive à comprendre que la vidéo de Rack, le misomuse, est pour rire. Non, franchement, croyez-moi sur parole, j'arrive à le comprendre. Sauf que, comme je viens de le dire, ça n'empêche pas cette vidéo qui est pour rire d'avoir un message. Et le message, il est très simple, c'est le cinéma français c'est de la merde, Bruno Dumont est un con, les films de Bruno Dumont c'est de la merde, et le CNC c'est un scandale. D'accord? Il y a ces 4 messages qui sont véhiculés dans la vidéo. Et je ne l'invente pas. D'accord? Ces spectateurs qui sont loin d'être des abrutis ont bien compris le message de sa vidéo. Il suffit de lire les commentaires, ou bien sûr dans les commentaires, il y a des gens qui prophétisent ma venue. Ça fait quoi d'être mon prophète? Et les gens qui commentent son contenu, ont bien compris le message. Peut-être que toi qui crois que c'est que de l'humour, t'as pas été capable de comprendre qu'il y avait un message derrière ça, mais son public à lui, il a parfaitement compris. D'accord? Il est parfaitement compris, il commente sur le fait que Bruno Dumont c'est de la merde, sur le fait que Jeanne c'est de la merde, sur le fait que le cinéma français c'est de la merde, sur le fait que le CNC ça soit de la merde. C'est ça les commentaires qui reviennent. Je vous mets un petit extrait, un petit panel. Donc il faut arrêter d'excuser tout et n'importe quoi systématiquement sous prétexte que c'est de l'humour. Faire de l'humour n'empêche pas de véhiculer un message. Et là, dans ce cas-là, un message complètement con, un message faux, et donc je suis parfaitement dans mon droit pour contrer le message qu'il transmet. Surtout que Bruno Dumont, ce n'est pas le réalisateur dont on va parler le plus sur YouTube. D'ailleurs, Jeanne, il n'y a que 2 vidéos de vidéastes sur Jeanne de Bruno Dumont. Il y a la sienne et il y a la mienne. D'accord? On est 2, hein? C'est pas comme si quelqu'un allait dire une connerie, mais tu aurais 150 autres personnes à côté qui vont contrebalancer, qui vont nuancer son avis. Non, il n'y a que 2 vidéos sur le sujet. Et lui, il a une audience de quasiment 300 000 personnes, c'est-à-dire que potentiellement, il va raconter des conneries à plusieurs centaines de milliers de gens. Mais bien heureusement, sa chaîne bide un peu. Il n'arrive pas à atteindre en nombre de vues son nombre d'abonnés. Pas de chance. Est-ce là le signe d'un travail médiocre? Donc oui, je suis désolé, pour tous ceux qui pensent que ce n'est que de l'humour, une correction s'impose malgré tout. Donc je t'en prie, Rack, prends ton petit stylo vert et prends des notes. Ah, le cinéma d'auteur français. Il n'y a personne qui regarde, on en sort une pelletée par an, c'est financé en partie par un budget à base de taxes et de fonds publics, dépensés via la décision d'une poignée de gens, et c'est récompensé par cette même poignée de gens et leurs copains pour se féliciter de leur bon travail. Un cercle infini et non vertueux qui dure depuis maintenant un bon nombre d'années et qui nous a donné moult films des plus déprimants et soporifiques. Et déjà, il arrive à commencer sa vidéo avec le cliché que tout le monde connaît des films français qui sont chiants comme la pluie, déprimants, etc. Et pour ça, il montre une sélection de films français. Alors la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il a vu ces films-là ou non? On va partir du principe qu'il les a vus, c'est pour ça qu'il les a sélectionnés. Et en fait, il arrive à citer que des bons films.
à part à 14 ans que je n'ai pas encore vu. Mais tous les autres films sont vraiment bons. Et on a même 2 des meilleurs films des années 2000, à savoir Roi et Reine et Conte de Noël d'Arnaud Desplechin. Roi et Reine, c'est vraiment un film délicieux à regarder. Et pour moi, Mathieu Amalric, il tient son meilleur rôle. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Mathieu Amalric, c'est celui qui joue le méchant dans Quantum of Solace. Quantum of Solace n'est évidemment pas son meilleur film et son meilleur rôle. Je précise. Et je peux bien comprendre que Roi et Reine est un film qui peut faire peur, il est assez long. Si tu lis le résumé, ça a l'air d'être un drame avec des personnages dépressifs et tout. Sauf que, en fait, c'est un film qui est totalement jubilatoire. Il y a un réel plaisir à regarder un film d'Arnaud Desplechin, et notamment celui-là. C'est-à-dire que, vers le début du film, on a Mathieu Amalric qui se fait enfermer de force dans un asile psychiatrique. Et c'est pas la situation la plus gaie du monde, sauf que regardez comment il se fait traiter par Arnaud Desplechin. Alors je vous mets pas toute la scène, de peur d'ennuyer les faquins. Il faut les divertir sur YouTube. Mais il y a un long échange où les infirmiers vont discuter avec Mathieu Amalric, et là, soudain... Monsieur, ça fait des mois que les médecins vous ont envoyé la première convocation. Je suis pas sourd, mais j'ai rien reçu. Ah si, le recommandé, vous l'avez reçu. Non, je n'irai pas dans votre hôpital de merde. Je ne suis pas malade et je suis très pris. Monsieur, vous parlez fort. Je ne parle pas fort, je parle normalement. Si, vous criez. Je crie si je peux, ok? C'est quand même incroyable, je suis ici chez moi, je dérange personne, je fais du bordel sous les fenêtres de personne, je chie sous les fenêtres de personne. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec vos allures de bouseux de la sécu? Y a pas un policier avec vous, vous êtes mandaté de rien, j'ai commis aucun délit. Je suis 2 connards d'infirmiers de la Stasi, mais vous êtes cinglés. Monsieur, on ne vient pas vous enfermer, on veut juste vous emmener pour vous soigner. Me soigner? Mais je vais très bien et je t'encule. Et t'arrêtes ça tout de suite. Pardon? Tu me regardes pas comme un de tes dingos de ton hôpital de trou du cul de je sais pas où. Et c'est ça qui est absolument délicieux, c'est-à-dire qu'en fait, dans n'importe quel autre film, ça aurait pu être une scène déprimante où on montre comme ça que genre la pauvre personne, elle est innocente, elle va très bien et en fait c'est l'institution hospitalière comme ça qui l'opprime. Sauf que c'est pas du tout ce que veut nous raconter Desplechin. Desplechin, il veut nous montrer un type qui, bon, il a l'air de raisonner un peu, mais qui quand même a 2 doigts de l'hystérie, qui va très bien et qui t'encule. Tu comprends, il t'encule. Et regardez ça, c'est jouissif. Et donc on est très loin du film français chiant déprimant. Au contraire. Si le film traite de sujets sérieux, le traitement, quant à lui, n'est jamais déprimant. Et au contraire, le but est toujours de s'amuser des performances des acteurs, des dialogues, etc. C'est fait avec humour et c'est fait avec une certaine légèreté malgré tout. Et à côté des films d'Arnaud Desplechin dont je viens de parler, on retrouve 35 Roms dont j'avais parlé dans ma vidéo sur Drunk, qui est également un bon film. Et là, pour contrer tous les petits nuisibles qui vont faire des hommes de paille pour me faire dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire que tu es obligé d'aimer ces films-là. Bien sûr que tu as le droit de ne pas aimer ces films-là. Le but, c'est pas de dire « Ah non, ce film-là, il est bon, je l'ai décidé, donc tu es obligé de l'aimer. » C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que bien sûr, tu as le droit de pas aimer ces films, tu as le droit de ne pas être réceptif à cette proposition esthétique. Mais il va falloir argumenter. Il ne faut pas jeter ces films comme ça, dans la fosse au lion, sans autre forme de procès, pour que tes abonnés qui n'ont pas vu ces films-là, excités par des biais de confirmation, genre c'est du cinéma français, c'est pourri, viennent les lyncher. Ça, c'est juste de la mauvaise foi et de la malhonnêteté. Es-tu malhonnête, Rack? Question rhétorique, oui, t'es malhonnête, oui, évidemment. Surtout qu'en fait, tu reproches le financement de ces films par le CNC. Le fameux CNC qui est à l'origine de tous les maux de la Terre, alors que tu n'as sans doute aucune idée de comment il fonctionne. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc là, tu t'en sers pour faire des biais de confirmation sur ton audience, genre le cinéma c'est français, c'est pourri, c'est le CNC, tout ce que fait le CNC, c'est nul. Et donc, dans sa vidéo sur Jeannette, le fameux préquel, on comprend pourquoi s'ils n'aiment pas le CNC. Oh tiens, regardez en bas à gauche, nos amis du CNC. Ah bah ça, pour financer Jeannette, y a du monde, hein. Mais pour financer Monsieur Racco, y a personne. En fait, on est dans le cas de la fable du renard et du raisin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Dans la fable de La Fontaine du renard et du raisin, le renard, il veut des grains de raisin. Il les désire ardemment et il fait tout pour les obtenir, sauf qu'il n'y arrive pas. Et donc, à la fin, il se met à les déprécier, à dire que non, finalement, non, ils n'ont pas l'air bien. Hop, je n'en veux pas. Et on est dans le même cas là avec Rack, ou comme on est dans le même cas avec les mots, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le CNC par nature, c'est juste qu'en fait ils déprécient le CNC parce qu'ils n'ont pas pu l'obtenir. S'ils étaient financés par le CNC, ils seraient le premier à le défendre. Mais vu qu'ils ne l'ont pas obtenu, ils préfèrent cracher dessus. C'est purement et simplement du ressentiment. Et je reviens à la liste de films qu'il a montré. Dans cette liste de films, il y a Vincent n'a pas d'écaille. Ceux qui me suivent, ils savent que j'aime beaucoup Vincent n'a pas d'écaille, qui est un film de super-héros français, qui a un traitement naturaliste. C'est-à-dire que grâce à son traitement naturaliste, il arrive à proposer quelque chose d'autre, quelque chose de supplémentaire par rapport à toutes les autres productions super-héroïques que j'ai pu voir. C'est-à-dire qu'il va proposer des pures scènes de tendresse entre un homme et une femme qui s'aiment. Il n'y a pas spécialement d'intrigue, on montre avant tout un couple
Des gens qui se draguent, qui se tournent un peu autour, et il se trouve qu'il y en a un des deux qui a un super pouvoir, quand il est dans l'eau, il devient super fort. Et dans le film, il y a la magnifique Vilma Laponce que l'on voit nue. Voilà, pour vous donner envie de le voir. Et donc en fait, si toi, tu laisses des attentes totalement inconsidérées, c'est-à-dire du pam-pam boum boum et de l'action non-stop, et que tu vas voir Vincent n'a pas d'écailles, eh ben tu vas en général passer un super moment dans le film. Tout simplement parce que le film réussit à te présenter deux personnages qui s'aiment et qui s'apprécient. Et réussir à le représenter aussi bien au cinéma, c'est quand même assez rare. Sauf que pour réussir à l'apprécier, il faut déjà donner un peu sa chance au film. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que notre ami Rack, le misomuse, donne bien sa chance au film qu'il regarde? Et en fait, bah non, je vous raconte directement la fin, je vous spolie, monsieur. C'est de la spoliation. Non, il donne absolument pas sa chance au film qu'il regarde parce que il coupe des bouts. Hein, voilà, il coupe des bouts, il dit oh bah je fais avance rapide lorsque c'est chiant. Et si vous avez eu le courage de tenir jusqu'ici, ce qui représente à peu près 5% des gens, en regardant réellement le film, hein, j'entends bien, non parce que moi-même j'ai zappé des trucs en le regardant tellement c'était long. Comment est-ce que tu veux apprécier un film si dès que tu n'es pas diverti toutes les 30 secondes, il n'y a pas un truc qui te fait oublier ta propre mortalité, si ça bouge pas dans tous les sens, bah tu passes à la scène suivante. Comment est-ce que tu veux pouvoir apprécier un film? Comment est-ce que tu veux pouvoir rentrer dans l'ambiance d'un film? Bah tu peux pas, enfin voilà, question rhétorique. Bah tu ne peux pas, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas donné sa chance au film, c'est-à-dire que normalement quand tu regardes un film, tu poses ton téléphone un peu loin, histoire de ne pas être tenté, tu te poses devant, tu te fais chier, bah tu te fais chier, mais au moins tu regardes tout en entier. Mais surtout, on apprend un peu plus loin dans cette vidéo qu'en fait il a regardé avec des amis, pour se moquer. Mais il faut savoir, c'est qu'après avoir vu ce film, en soirée avec des amis, oui on a des soirées très tristes. Alors la question ça reste à savoir, est-ce qu'il l'a vu, comme dans cette vidéo-là, sur Discord, pour faire des commentaires avec ses potes en même temps? Ah t'as pas le script? Oh là là. Oh Quel là là. En vrai, j'ai prévu un mini-ordre, c'est de commencer par... Attends, voilà, commencer par les séries avec... comment ça s'appelle le truc de... Oui. J'ai dit que je ne regarderais pas ces autres vidéos afin de ne pas l'accabler davantage. I lied. Et qu'on s'entende bien, regarder un film à plusieurs sur internet, pourquoi pas, j'ai déjà fait aussi. Si tu vas regarder The Room de la sorte, ça me choque absolument pas. Par contre, si tu vas regarder un film qui a une proposition artistique, clairement tu ne donnes absolument pas sa chance au film. Et tu peux regarder le meilleur film du monde, si tu le vois de la sorte, et ben tu vas juste flinguer le visionnage et tu vas juste ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Et tu vas sans doute juste te faire chier. Parce que tu n'es pas là en train d'attendre une émotion esthétique de la part d'une œuvre, tu es juste en train de faire une soirée beauf avec tes amis. Où le but c'est de se marrer, et pas de recevoir une émotion esthétique. Une soirée beauf où d'ailleurs vous allez couper des bouts du film dès que vous allez commencer à vous ennuyer. Et surtout que si on se fait une soirée nanar, on est là pour se moquer, on est là pour railler, on est là pour être de mauvaise foi, on est là pour certes passer un bon moment, et donc dès qu'il y aura le moindre truc bizarre dans le film, on va se mettre à se moquer, on va être là, ah 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 ah, regarde. C'est nul! Sans jamais se demander si c'est fait exprès, et surtout pourquoi le réalisateur a fait ça comme ça. Et surtout il va falloir différencier deux choses. Dans un nanar, en général, on arrive à s'en moquer parce que c'est fait au premier degré, c'est-à-dire que lorsqu'un mec fait un nanar, en général, il y croit à fond à son nanar. Il croit à fond la proposition de cinéma qu'il est en train de faire, c'est juste que ça ne marche pas. Et donc on s'en moque. C'est pour ça qu'il faut différencier un nanar d'un film comme Sharknado. Vous savez, les fameux mockbusters. Qui ça sont juste des comédies ratées et cyniques qui sont finalement pas très drôles. Mais les chaque fois où tu vas rigoler, eh ben c'était pensé pour te faire rire. Donc ce sont pas des nanars, ce sont juste de mauvaises comédies qui vont peiner à te décrocher un ou deux sourires à travers les caricatures qu'elles vont t'exposer. Donc quand tu regardes Sharknado, tu vas pas rire du film, mais tu vas rire avec le film, parce que le film est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Et j'en ai déjà parlé, mais il y a une franchise de films qui a parfaitement compris que le public aime bien se situer un peu comme ça, de façon supérieure, et juger les films de manière un peu cynique et désabusée. C'est la franchise Marvel. La franchise Marvel a fait du mal au cinéma, en plus de l'uniformisation qu'elle propose, en étant extrêmement cynique et ironique. C'est-à-dire que dès que dans le film il y a quelque chose dont on pourrait se moquer, quelque chose qui pourrait être premier degré, qu'on pourrait un peu railler, le film il va faire lui-même la blague tout de suite pour désamorcer la situation de moquerie afin que le spectateur il puisse pas se moquer du film. Le film a extrêmement peur qu'on se moque de lui, du coup il se place immédiatement dans une position un peu cynique pour bien te dire oui je suis parfaitement conscient, c'est un peu ridicule mais tu vois genre tout va bien, continue, mange ton popcorn, consomme, achète nos figurines. Et je vais reprendre un exemple que j'avais lu dans un article, c'est l'exemple dans le dernier Avengé, de Captain Marvel qui s'était coupé les cheveux. Et là directement, paf, t'as un personnage qui fait une blague, genre ah tu te coupes les cheveux, t'es moche. What, you gonna get another haircut? Comme ça, personne d'autre peut faire la blague, elle a déjà été faite, on passe à la suite, le spectateur n'a pas le temps de se moquer du personnage. Surtout faut pas qu'on se moque.
Mais tout ça, ça te fait perdre en dramaturgie, c'est-à-dire que tu peux jamais réellement t'impliquer dans quelque chose, vu que tu as toujours un regard un peu détaché, un peu cynique sur l'action. Et au contraire, dans un film que je déteste, à savoir Batman vs Superman, bah Zack Snyder, lui, il a tenté le parti pris du premier degré, c'est-à-dire qu'on a moins d'ironie, moins d'humour comme ça un peu accablant pour venir te détacher de toute l'action et te faire comprendre que bon, tout ça n'est pas réellement sérieux, on se marre bien quand même. Non, il a tenté le coup de, tu vois, tout ça c'est dramatique, tout ça c'est lourd, et ça devient tellement lourd que ça devient ridicule. C'est pâteau, on va dire. Et le paroxysme de tout ça, c'est la scène où Batman et Superman se battent, et à la fin, eh ben Superman dit Martha, et Batman se dit, oh Martha, comme ma maman, mais nos mamans s'appellent Martha, oh, mais nous sommes peut-être frères. Et c'est une scène qui a été moquée, et je pense à juste titre, parce qu'elle est profondément pathétique et ridicule, parce que Zack Snyder ne sait pas le faire, mais il a eu au moins le courage de le faire au premier degré. Alors que si on avait été dans un film Marvel, il y aurait eu un personnage, genre Alfred, qui serait venu, qui aurait dit heureusement que ta mère s'appelle Martha, parce que sinon on aurait été dans la merde, hein. Lol. Et là, du coup, l'audience, nous, on n'aurait pas pu s'en moquer, parce que le film s'en serait moqué lui-même. On aurait vu que tout ça, c'est que de la rigolade, que tout ça, c'est que de la dérision. Mais surtout, on aurait empêché toute tension dramatique lors de cette scène. Et donc, comme je le disais, cette autodérision empêche toute construction de la dramaturgie et toute sincérité. Comment prendre quelque chose au sérieux si tout est une blague? Bah, tu peux pas. Et là, quand tu vas voir un film comme un nanar, eh ben, tu vas le voir comme ça, tu vas le voir de manière cynique en essayant de prendre tout à la blague. Et donc, dès qu'il y a un truc au premier degré, même dans un bon film, si tu as envie de le voir comme un nanar, eh ben, tu vas pouvoir t'en moquer. Et je vais prendre comme exemple le début du Mépris de Jean-Luc Godard. J'ai pris ce film-là, j'aurais pu en prendre un autre, mais je l'ai pris parce qu'il a la particularité d'avoir un générique qui est dit, et qui n'est pas écrit, d'être un film extrêmement connu et extrêmement reconnu et apprécié même des gens qui n'apprécient pas forcément le cinéma de Godard. En général, même ceux qui n'aiment pas Godard aiment quand même Pierrot le Fou, Le Mépris ou bien À bout de souffle. Disons que c'est un de ses films les plus accessibles. C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Mais pourtant, si toi tu te présentes ça en soirée nanar sur Discord avec des potes, avec de la bière, de la Jupiler, eh ben tu vas pouvoir te moquer dès l'ouverture, fait ah ah ah, il a pas de budget, pourquoi est-ce qu'il dit le texte, oh là là, il est trop con, il sait pas comment est-ce qu'on fait du cinéma, quand on fait du cinéma on écrit le texte, on le dit pas, il est trop con, et en faisant ça, jamais à aucun moment donné tu vas donner sa chance au film. Toi t'es juste là pour le railler, pour te moquer, pour dire de la merde. Lorsque tu veux voir un bon film, lorsque tu veux voir un film qui te propose une expérience esthétique, ben vaut mieux voir le film seul et être prêt à recevoir cette expérience-là. Surtout qu'en fait, pour moi, voir un film comme ça en voulant se moquer, c'est la facilité. C'est beaucoup plus facile de venir se moquer, de venir railler, de venir prendre une posture de haut, une posture de cynique, que de dire oui au premier degré, oui, vas-y, propose-moi du cinéma, je veux voir ce que j'en pense, je veux voir si je suis touché. Et d'ailleurs, si j'apprécie regarder des nanars et si j'en ai beaucoup vu et si je continue à en voir et si je continue à avoir cette attitude un peu cynique surplombante, je commence à trouver la culture du nanar et de l'ironie permanente assez insupportable. Parce que je pense que ça engendre une énorme paresse intellectuelle. Tous ces vidéastes-là qui s'amusent à te présenter des films où ils te racontent l'histoire en faisant des blagues, et j'en parle souvent, c'est juste des clones du nostalgia critique. Alors je sais pas si c'est lui qui a inventé le concept, mais c'est sans doute le plus connu. Tu prends le film, tu racontes des blagues, et tu peux faire ça avec n'importe quel film, même un bon film, comme je l'ai dit avec Le Mépris. Oh, regarde la tête qu'elle fait. Lol, c'est quoi ce cadrage? C'est trop facile de se moquer, et surtout, ce genre de vidéo-là, elle commence à devenir assez insupportable, parce que c'est toujours la même chose. Ça fait genre, je sais pas combien de temps, 15 ans que ça dure, 15 ans que c'est la même chose, 15 ans que c'est les mêmes blagues, 15 ans que c'est les mêmes têtes de réaction en boucle, parce que toutes les têtes que notre ami Rack, le misomuse, fait dans sa vidéo, genre ça a déjà été fait 150 fois, le joueur du grenier fait les mêmes. Il n'y a aucune once d'originalité. C'est le même contenu qui sort encore et encore en boucle. Ça a déjà été fait 5000 fois. Donc en fait, non seulement notre ami Rack là, il dit de la merde sur le film, et on va y venir, mais en plus, il n'a même pas la décence de proposer une vidéo qui soit réellement drôle. D'innover un peu. Non, il reste dans sa zone de confort, dans son espace bien balisé, où on fait exactement les mêmes têtes, les mêmes regards que tout le monde a déjà fait 150 000 fois. Il n'y a aucune prise de risque, et je suis désolé si jamais tu rigoles à ça, mais pose-toi des questions. C'est une vidéo médiocre, avec un humour médiocre. Ta vidéo, Rack, je m'adresse directement à toi, elle est mauvaise du début à la fin, sur le fond comme sur la forme. C'est pathétique. Et je pense qu'il va falloir de moins en moins tolérer ce genre de contenu facile, bête, reproductible à l'infini avec n'importe quel film.
Surtout qu'il y a encore des gens qui confondent une vraie critique d'un film, une vraie analyse esthétique d'un film, avec ce genre de vidéos totalement débiles et abrutissantes. Surtout que pour bien mettre son public en condition, qu'est-ce qu'il fait, Rack? Donc il te parle du vilain CNC qui finance des vilains films chiants et déprimants, mais surtout il va te présenter des bouts d'interviews totalement tronqués de Bruno Dumont pour le faire passer pour un débile. Et croyez-moi, le réal, on comprend bien que c'était un professeur de philosophie. Les textes qui m'ont les plus impressionné, c'est les textes de Shakespeare, Bernanos. Et je suis désolé, encore une fois, il n'y a rien de novateur, il n'y a rien d'intelligent dans ton travail, il n'y a rien de réellement drôle. D'accord? Je peux prendre n'importe quel réalisateur qui parle un peu de création artistique et va dire des choses un peu complexes que tu peux forcément sortir de son contexte pour donner l'impression que c'est un gros con qui s'écoute parler et qui dit de la merde. Je peux le faire avec l'une des rares interviews de Robert Bresson, ça donne ça. Et j'adore Robert Bresson. Hein. Il y a le hasard aussi qui joue. Je crois beaucoup au hasard. Au fond, mon film n'est fait que de hasard. Et en plus, si jamais tu avais été de bonne foi, Rack, là tu as Bruno Dumont qui t'explique tout simplement quel est son processus esthétique, comment est-ce qu'il a fait pour faire son film, comment est-ce qu'il l'a pensé, et te donne à toi des clés pour essayer de le comprendre. En plus, il te donne des livres à lire pour essayer de mieux comprendre son cinéma. Toi, est-ce que tu allé voir les livres qu'il conseille? Non. Moi, c'est le premier truc que je suis allé faire. Alors malheureusement, les livres ne sont plus édités et sont hors de prix, en occasion. Et finalement, en fait, je comprends ta démarche. Ta démarche, c'est celle d'un adolescent, ou même d'un préadolescent, qui lorsqu'on l'emmène voir un film au cinéma, dès qu'il va pouvoir être perturbé, dès qu'il va devoir réfléchir, dès qu'il va avoir quelque chose de différent, pour se protéger, parce que surtout, il ne faudrait pas devant les copains montrer qu'une scène nous a émus, nous montrer qu'une scène nous a perturbés, nous a dérangés, ricaner bêtement. En fait, t'es l'équivalent d'un petit con qui, lorsqu'on va voir un film d'horreur au cinéma, et je parle d'un bon film d'horreur, se met à rigoler dès que ça fait un peu peur parce que putain, j'arrive pas à gérer la tension, il faut que je rigole. C'est pareil là, d'accord? C'est que là, le gamin il n'arrive pas à gérer l'émotion esthétique de la terreur que veut te faire ressentir le réalisateur. Et là c'est pareil, t'arrives pas à gérer l'émotion esthétique et du coup tu te mets à rire, on dirait un enfant paniqué, t'es mignon. Quand tu paniques, c'est un rire de stress, mon petit. Vas-tu faire prout? Il a fait caca. Surtout qu'après sur Twitter, tu viens m'expliquer, ouais bon, chacun ses goûts et tout, moi j'ai pas aimé. Mais en fait, t'as 8 ans ou quoi? Ouais, chacun ses goûts, ok, moi je veux bien. Sauf que le goût, ça se travaille. Sinon, un enfant de 8 ans aurait les mêmes goûts qu'un mec de 50 ans. Et je sais bien que malheureusement, de plus en plus, les adultes continuent de trouver formidable tout ce qu'ils ont aimé étant petits. Parce que c'est la nostalgie, tu comprends? J'adore Disney. Et collectionner des Funko Pop pour les mettre dans ma vitrine. Mais en vrai, le goût, ça se travaille. Tout comme à 8 ans, tu vas peut-être préférer manger au McDonald's plutôt que d'aller dans un restaurant gastronomique manger le canard à l'orange avec son soufflé d'épinards. Donc ouais, chacun ses goûts, mais ça m'empêche pas de te juger. Et quand on voit ta vidéo, on voit que non seulement il y a un problème de goût, un problème d'argumentation, un problème de processus de visionnage, mais en plus, t'as même pas fait 30 secondes pour faire des recherches dignes de ce nom. Par exemple, là, à ce moment-là, tu dis... c'est comme au théâtre. Jeanne, qui donc seront à la plage où se trouvent tous ces gens-là? De toute façon, vous inquiétez pas, chaque personnage qui rentre est annoncé par un autre avant. Non mais littéralement, c'est pire qu'au théâtre. Oh quelle surprise! Jeanne de Bruno Dumont est adaptée de Jeanne d'Arc de Charles Péguy, une pièce de théâtre. Putain mais, c'est fou, franchement c'est dingue, comme si... T'as vraiment... ouais... Putain dingue hein, franchement, ouais... Vous avez le droit d'envier ma manière de faire des recherches aussi poussées. Parce que ouais, Jeanne d'Arc, c'est une pièce de théâtre, Dumont l'a adaptée à la virgule près. Et lorsqu'après tu chouines parce qu'il y a des chansons, d'ailleurs le fait que toi tu ne sois pas capable d'écouter avec une succession de plans fixes ou de légers zooms une chanson pendant 6 minutes dans un film, en fait ça en dit plus long sur toi et sur tes capacités cognitives, sur ta propre patience que sur le film. Et oui, une formidable musique teintée d'électro, nous entraînant alors dans... C'est quoi ce truc? Non mais j'aurais été au cinéma et aurais tenu jusque là, je vous le dis sincèrement, je crois que je serais vraiment sorti de la salle. Parce que vous savez combien de temps elle dure la musique? Avec littéralement la caméra qui ne suit que Jeanne, ne bougeant pas, avec les persos qu'on vient de voir en fondu derrière de temps en temps, on sait pas trop ce qu'ils font là d'ailleurs. Mon Dieu. Et le ciel vide. Elle dure jusqu'à 12 minutes 50. Ça fait 6 minutes. Parce que moi, je ne vois absolument pas ce qu'il y a de choquant à ce qu'il y ait une scène de 6 minutes où il y a une chanson. Surtout qu'une chanson de 6 minutes, oui, peut-être, c'est un poil plus long que ce qui passe à la radio en moyenne, mais c'est pas la mer à boire. Surtout que là, c'est une chanson qui a été composée par Christophe, et visiblement, quand on regarde ta vidéo, on voit que tu ne sais pas qui est Christophe.
Alors, comme dit, c'est pas grave, moi je connaissais pas Christophe avant de voir ce film. Mais le truc, c'est que tu t'es même pas renseigné une seconde. Tu te dis, ah, ces chansons-là, c'est de la merde, mais tu t'es même pas allé voir qui c'était qui chantait. Tu vois, t'as même pas eu cette curiosité-là. Mais là, t'as un problème, on est d'accord, au niveau de la curiosité. Normalement, tout être humain, normalement constitué, un peu curieux, va se dire, ok, qui c'est qui chante ça? Parce que là, du coup, dans tes commentaires, il y a plein de gens qui t'ont repris, fait, ah, mais c'est Christophe, etc. Et il y en a même qui sont là en disant, oh, mais franchement, ah, c'est dommage qu'il finisse sa carrière là-dessus et tout. Sauf que, hé, les mecs, voyez le film, si jamais vous aimez Christophe, ben, vous allez aimer cette chanson de Christophe. Il a composé la musique, il chante, et en plus, le texte, c'est le texte de la pièce de Charles Pédy. À ce moment-là du film, par exemple, c'est un monologue de Jeanne d'Arc, où elle explique qu'elle est chef de guerre. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, c'est celui qui chante les mots bleus, Aline. D'ailleurs, on entend Aline à la fin à l'abordage, le dernier film dont je vous ai parlé. Ou bien encore Tangerine. Je crois que c'est peut-être ma préférée, Tangerine. Donc en fait, mon ami Rack, t'arrives pas à supporter 6 minutes de chanson, tu n'aimes pas la musique, mais encore une fois, ça ne dit rien sur la qualité du film. Ça dit juste que toi, t'es incapable de te concentrer. Donc ça parle de toi, d'accord, on parle de toi. T'es incapable de te concentrer 6 minutes sur une scène. Il faut que ça bouge, faut que ça bouge, oh là là. Faut que tu puisses cliquer, faut que tu puisses zapper. Ça montre ton inculture musicale. Et qu'en plus d'avoir des goûts douteux en cinéma, t'as également des goûts douteux en musique. Parce que Christophe, c'est quand même un artiste très largement apprécié. N'étant pas mélomane, je peux pas te faire une analyse musicale, mais il est connu, il est reconnu. Et moi, pour ce que ça vaut, j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui aiment Christophe, qui ont vu la vidéo de Rack et qui se sont dit « Oh non, le pauvre, il termine comme ça et tout », si vous aimez Christophe, vous aimerez cette scène. Je vous mets de toute façon le lien vers la musique dans la description. Et dans Jeannette, c'est pareil. Dans Jeannette, t'es là en train de te moquer d'Igor en disant « Oh, il a un piment sur la tête ». Un film musical avec, je cite, une BO électropop. Entendez par là flamenco, metal, whatever en foutou. Signé Gauthier Serre, alias Igor, dont voici la photo officielle. Cet homme a un piment sur la tête. Alors, Igor, c'est pas l'artiste le plus connu, mais ça reste quand même un artiste assez reconnu dans la scène métal. C'est-à-dire que Bruno Dumont ne s'entoure pas de n'importe qui. Et musicalement, ça tient plutôt la route. Et toi, en fait, le seul truc que t'as opposé, c'est « Oh, il a un piment sur la tête ». Une analyse esthétique de très haut vol. Et je suis désolé, si tu donnes sa chance au film, comme on en a parlé, il faut donner sa chance au film, accepter d'être perturbé, mais les chansons ont une réelle portée, une réelle puissance. Notamment dans Jeanne, où ça donne un côté solennel au film, alors qu'à côté, parfois, on est un peu plus dans le burlesque. Parce que oui, tu vas te moquer du film, tu vas te moquer des gens qui ont un accent bizarre, tu vas te moquer des gens qui gesticulent, tu vas te moquer des gens qui tombent de cheval. Mais t'es quand même bien conscient que ça, c'est drôle et que c'est voulu pour être drôle. Ou pas? Dans ta vidéo, tu dis que Dumont, c'est le mec qui a fait Maloute. Ok, ouais, c'est le mec qui a fait Maloute, ouais. Est-ce que t'as vu Maloute? La glycine! Isabelle! Isabelle! La glycine! La glycine! Bon, enfin, vous allez vous rompre le cou, là, Isabelle! Mais non, André, voyons. La glycine? Elle est immense! Elle a pris 2 mètres! Voilà un an que vous ne l'aviez vu. Tout pousse, André, tout pousse. Dumont, c'est le mec qui a fait la série Petit Quinquin pour Arte. Et la série Petit Quinquin pour Arte, c'est notamment cette séquence de Stiederman, que je montre à plein de reprises, mais je vous la remonte pour le plaisir. Petit Quinquin! Stiederman! T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Stiederman! Toi, Stiederman. On est dans un humour totalement burlesque, totalement absurde, et je connais très peu de personnes qui vont me dire que ça les fait pas rire. Or bien sûr, dans les commentaires, il y en aura plein qui vont me dire « Oh non, monsieur génocide, non, je ne rigole pas, monsieur, je suis un pisse-froid, monsieur !» En tout cas, que ça te fasse rire ou non, il faut bien que tu comprennes que c'est de l'humour et que c'est fait exprès. Parce qu'en fait, les types qui vont parler avec des types de langage comme ça... Si elle n'est pas hérétique, c'est justement alors qu'elle a besoin de l'Église, comme étant pécheresse. Car il est évident que Jeanne n'est pas en état de grâce. Jeanne, pensez-vous que vous soyez en état de grâce? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train à la fois de réciter du Charles Pédy, donc un texte comme ça qui est dans une langue bien châtiée, et ils le disent de manière totalement bizarre. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un décalage comique. Tu comprends que ça crée un décalage comique ou pas?
Pour prendre l'exact inverse, c'est comme si tu habillais un type de manière hyper classe, hyper noble, et tu le faisais parler comme une racaille de banlieue. Ça créerait un décalage, et ce décalage-là est drôle. Bah, c'est exactement pareil. T'as un type là qui est bien sapé, qui dit du super beau texte, mais qui le joue comme un pitre. Il y a un décalage, et donc c'est drôle. Et dans le film, tout est fait pour à chaque fois surligner ce décalage. En fait, ce qui t'a perturbé là, c'est que le film, t'étais tellement persuadé que le cinéma français c'était hyper sérieux, c'était hyper solennel et c'était hyper chiant, qu'en fait ce film-là devait être hyper sérieux, hyper solennel, hyper chiant. Et donc du coup, et le truc en fait, c'est que tu te retrouves comme un idiot, pris dans tes propres biais de confirmation, à être là en train d'essayer de te moquer d'un truc en fait qui est simplement purement une blague de la part de Dumont. Le seul truc c'est qu'en fait comparé à une autre comédie, Dumont va pas te dire, va pas te surligner, regarde c'est une blague, il table sur l'intelligence du spectateur, il lui dit pas quoi penser, genre là à ce moment-là pleure, à ce moment-là sois ému, à ce moment-là rigole, il lui dit pas, et c'est à toi de comprendre tout seul quand est-ce qu'il faut rire et quand est-ce qu'il ne faut pas rire. Voilà, en fait il t'a pris pour plus intelligent que tu n'es, et je suis quasiment certain que Bruno Dumont s'excuse pour cela. Et donc j'en reviens à ce que je disais au début, tu as apprécié le film. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait tu as apprécié le film parce qu'en fait tu es réceptif à l'humour de Dumont. C'est quand t'as un mec qui tombe de cheval ça te fait rire, c'est quand t'as un mec qui parle comme ça en gesticulant, en faisant des phrases, oui, je parle un peu comme Valéry Giscard d'Estaing, l'Europe. C'est simplement que l'humour du film te fait rire mais que t'as juste pas compris que c'était de l'humour. Et donc je pense même que si tu le revoyais, t'apprécierais. Après bien sûr il faudrait régler peut-être tes problèmes de troubles de l'attention qui t'empêchent de rester 6 minutes devant une scène. Bon, mais ça, c'est peut-être de l'ordre médical. Hein. Je suis sérieux, c'est peut-être de l'ordre médical. Il faut peut-être consulter. Mais j'aimerais quand même revenir 2 minutes sur le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, effectivement, c'est pas le jeu d'acteur qu'on a l'habitude de voir. Et les gens qui ne regardent que des films américains, en général, sont habitués à un type un peu de jeu d'acteur où les acteurs vont en faire trop, tu sais, genre oh mon Dieu, regarde, je suis Leonardo DiCaprio et je veux un Oscar. Je suis dans Revenant, je souffre, je fais ah, et on fait des gros plans sur ta gueule, etc. Bon, qui j'avoue, c'est pas spécialement le genre de jeu d'acteur que j'aime. Après, il y a des jeux d'acteurs qui vont se vouloir plus naturalistes, où ça va être, on va parler, on va interagir comme on le ferait dans la vraie vie. Et bien sûr, il y a d'autres types de jeux d'acteurs. Dans le cinéma asiatique, on ne joue pas de la même manière qu'on jouerait en Occident. Qu'est-ce qu'il veut faire Bruno Dumont? Alors, il y a les acteurs qui sont là, clairement, pour te faire rire. Mais il y a surtout une part de sous-jeu qui est peut-être héritée de Bresson dans le cinéma de Bruno Dumont. C'est-à-dire que Jeanne n'est pas l'actrice la plus expressive du monde. Mais c'est parfaitement voulu. C'est-à-dire que lorsque Robert Bresson tourne des films, il les tourne avec ce qu'il appelle des modèles. Les modèles, ce ne sont pas des acteurs. Des modèles, c'est des gens qu'il va trouver, qu'il va regarder, qu'il va observer, qu'il va filmer, mais qui ne va pas demander d'interpréter le rôle. C'est-à-dire qu'il y a une phrase magnifique dans Notes sur les cinématographes. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dite, mais si jamais, elle est magnifique. Lorsqu'un acteur il veut jouer Napoléon, en fait, il imite Napoléon, mais la nature de Napoléon, ce n'était pas d'imiter. C'est-à-dire que l'acteur n'arrivera jamais réellement à faire sentir qu'il est Napoléon. Et il y a d'autres réalisateurs qui travaillent un peu dans le même ordre d'idées. Je pense à Straub et Houillette, c'est pareil. C'est ce qui m'avait immensément perturbé la première fois que j'ai vu un de leurs films. C'est que le texte, il est juste récité par des acteurs qui sont plantés là. Et là, encore une fois, si jamais notre ami Rack, il veut se moquer, il va pouvoir se moquer. Il va pouvoir montrer toute son incompréhension. Moi-même, la première fois que j'ai vu, j'ai pas compris. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on a un acteur qui est peu expressif, c'est que ça permet une chose, ce que ça permet, c'est que c'est le spectateur lui-même qui va placer les émotions qu'il souhaite sur le visage du personnage. C'est-à-dire que le personnage, le réalisateur, à travers sa mise en scène, à travers sa direction d'acteur, ne va pas dire au spectateur ce que le personnage ressent. C'est au spectateur de faire l'effort de comprendre ce que ressent le personnage. Et personnellement, ça me touche beaucoup plus que lorsque je vois un Leonardo DiCaprio faire la grimace pendant plus de 2 heures. Parce que je vais pouvoir poser exactement l'émotion qui me touche, l'émotion de j'ai envie sur le visage du personnage. Et ça fera bien plus écho en moi. Et si vous êtes comme Rack à croire que toute explication d'un processus artistique est totalement conne, eh ben je suis désolé, mais vous aimez tous Takeshi Kitano. Hein, Takeshi Kitano, vous le connaissez tous. Et il a joué dans Battle Royale, c'est clairement pas son meilleur film. Hein. Regardez pas ça. Hein. Mais voilà, il a joué dedans, mais il a fait des bons films à côté aussi. Hein. C'est un acteur et un réalisateur qui, lorsqu'il joue, va mettre très peu d'expression sur son visage pour que, justement, le spectateur place ses propres émotions sur son visage. Ça vient d'une réelle démarche artistique. Et pour annoncer peut-être une de mes prochaines vidéos, l'auteur de BD, Jason, fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnages, ils tirent tout le temps la tête, ils n'ont jamais de pupille, et c'est à toi d'interpréter comment est-ce que le personnage, il est, qu'est-ce qu'il ressent. Et je pense que c'est pas étonnant que j'aime beaucoup les BD de Jason et le cinéma, par exemple, de Robert Bresson, parce que justement, ils ont la même capacité à laisser le spectateur s'emparer des émotions des personnages.
Et ce qu'il faut comprendre avec Dumont, c'est qu'il ne te fait pas son film pour que tu aies un plaisir immédiat et que tu sois diverti, tu as oublié ta propre mortalité et que tu l'oublies immédiatement après. D'ailleurs, en parlant d'oubli de ta propre mortalité, à un moment donné, tu dis que le film est aussi chiant, Jeanne, que La mort de Louis XIV, hein, d'Albert Serra. Alors ça tombe bien. C'est également un film que j'aime beaucoup. Je vais te faire un petit peu une deuxième correction, une deuxième mise en orbite. Rien de grave, hein, rassure-toi. Non mais sincèrement, j'ai jamais vu un truc aussi ennuyant depuis la mort de Louis XIV, le film. C'est pas possible, il ne se passe vraiment rien. On peut ne pas aimer la proposition cinématographique d'Albert Serra, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement radicale et extrêmement morbide et mortifère, c'est-à-dire que on te montre Louis XIV mourir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune aura autour du roi Louis XIV, c'est-à-dire qu'il est traité comme simplement un pauvre homme qui va crever. Et donc le film, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il te place dans un état où toi-même tu es extrêmement mal, parce que tout simplement, il veut te faire souffrir, il veut te montrer ce que c'est qu'une agonie. Et là, on te parle de l'agonie d'un roi, d'accord? Donc tu te dis, ouais, ça va être un peu bien quand même, il va mourir de manière un peu classe, mais non, il va crever comme une merde, petit à petit. Il n'y a plus aucun sacré, c'est vraiment une expérience horrible. Mais c'est l'expérience esthétique qui est proposée par le film, c'est vivre la mort d'un roi. On peut ne pas aimer cette expérience, on peut la trouver dérangeante, profondément dérangeante, et c'est le but. Mais là, justement, on n'est pas dans un film de divertissement. Parce que le divertissement, si on prend le sens de Pascal, c'est ce que tu fais pour oublier de te questionner sur ta propre mortalité, sur ton rapport à Dieu, etc. Mais là, je peux te garantir que lorsque tu regardes la mort du roi Louis XIV, tu penses à ta propre mortalité, hein. Tu penses à comment ça va être durant les dernières heures de ta vie où tu seras là sur ton lit de mort, sans savoir trop quoi faire, et souffrant beaucoup. Il y a du cinéma qui n'est pas là pour te divertir, qui n'est pas là pour te faire oublier ta propre mortalité, et qui est là pour te toucher jusqu'à plusieurs semaines après le visionnage. Et c'est ce que veut faire Dumont. Dumont, il a dit lorsqu'il a fait Petit Quinquin, avant, lorsque je faisais des films, le spectateur pouvait voir le film, c'était pas grave s'il ressortait du film sans être sûr d'avoir apprécié. Ce qui était important, c'était que plusieurs semaines après, le film continue à le travailler, qu'il se mette à l'apprécier, qu'il se mette à y repenser, que c'est un film qui le hante. D'accord? C'est ça que veut faire Dumont. Et après, lorsqu'il a fait Petit Quinquin, vu que c'était une série télé, donc il fallait un plaisir immédiat, parce que sinon les gens ils vont zapper. Et en plus c'était une comédie, donc en plus il fallait un plaisir humoristique immédiat. Et en fait Jeanne, comme Petit Quinquin, il arrive à jouer sur les deux tableaux. Il arrive à jouer sur la comédie, parce que franchement quand j'ai vu Jeanne, je me suis bien marré. Encore une fois, ce qui est drôle dans le film, c'est voulu pour être drôle, même si c'est peut-être moins drôle que Petit Quinquin. Mais il y a surtout une volonté de te toucher sur le long terme. Comme dans Petit Quinquin, lorsque Petit Quinquin il fait des étreintes avec sa copine la Ève, c'est absolument sublime, c'est quelque chose qui va te toucher, qui va te marquer. Et j'aimerais rassurer les gens, ce n'est pas grave de ne pas apprécier ce genre d'expérience-là. Mais si c'est juste le divertissement qui t'intéresse, ne viens pas dire de la merde sur des films qui n'en sont pas, qui ne sont pas pensés pour. Si tu n'as rien d'intelligent à dire, va jouer ailleurs. On est là typiquement dans le cas de la misomusie, c'est-à-dire des gens qui n'apprécient pas l'art, et qui ne peuvent pas se contenter, je sais pas, d'aller voir un match de foot, d'aller regarder de la merde sur Netflix, d'aller courir, d'aller s'occuper de leurs enfants, d'aller faire un jeu de société, ou je ne sais pas quoi, mais qui ont besoin d'aller cracher perpétuellement leur détestation de l'art et leur incompréhension de l'art. Et les habitués de la chaîne voient bien où je vais en venir. Vous vous souvenez de ce magnifique court-métrage de Jean-Luc Godard, « Je vous salue Sarajevo », où Godard, dedans, il disait « La culture qui est la règle, et l'art qui est l'exception, il est de la règle de vouloir la mort de l'exception. » Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarettes, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Et donc quand certains vont venir me dire que je joue à la police du cinéma, que je viens distribuer les bons points et les mauvais points, faut bien comprendre que c'est l'attitude de rack, l'attitude railleuse et idiote, qui est commune et qui est majoritaire, qui est la règle, et qui veut la mort de l'exception, c'est-à-dire de l'art, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas divertissement. Ce n'est pas moi qui suis méchant en m'en prenant à lui. Je ne fais que défendre l'exception face à la règle, pour qu'elle ne soit pas totalement oubliée, submergée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être du côté de rack, d'être là en train de railler, d'être là en train de se moquer de l'art, plutôt que d'essayer de faire l'effort de le comprendre. Et je vais prendre un exemple. Sur jeuxvideo.com, il y avait un topic qui était là pour se foutre de ma gueule, et en partie, il y avait un des arguments pour se foutre de ma gueule, c'est que j'aime le film Blue de Derek Jarman. Je vous expose le concept. Blue, c'est un film avec un écran bleu pendant tout le film, et en fond, on entend Derek Jarman, donc le réalisateur, avec plein d'effets sonores qui sont plutôt réussis, qui te raconte la fin de sa vie, parce qu'en fait, Derek Jarman était un homosexuel atteint du sida. On va dire qu'à cette période-là, malheureusement, c'était un peu monnaie courante.
Et donc en fait il raconte la fin de sa vie et c'est un film qui est extrêmement touchant. Sauf que bien évidemment, c'est bien plus facile de railler ce film-là sans l'avoir vu, sans avoir fait l'effort de comprendre, de se placer du côté des rieurs plutôt que de se mettre soi-même en danger, c'est-à-dire de lancer le film et de voir que, eh ben oui, on peut obtenir une émotion esthétique à partir de là. Parce que moi j'étais le premier avant de lancer Blue en me disant, bah ouais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à regarder ça? Mais oui, il y a réellement un intérêt à regarder ça, mais sauf que pour voir l'intérêt qu'il y a à regarder ça, il va falloir se placer un tout petit peu du côté de l'exception, il va falloir donner sa chance au film. Et pas avoir cette attitude hautaine, ironique et cynique de croire que de toute façon les gens ils font semblant d'aimer les films, et projeter ainsi sur autrui leur propre misomusie. Moi ce que je veux faire au contraire, c'est vous montrer que l'œuvre d'art est accessible à tous à partir du moment où les gens se donnent la peine de donner la chance au film. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément apprécier, ça ne veut pas dire qu'on va forcément être transcendé, mais pour critiquer avec pertinence une œuvre, il va falloir s'y intéresser un minimum, il va falloir voir ce qu'il y a dedans, se poser la question de pourquoi est-ce que c'est dans le film, pourquoi est-ce que ça fonctionne, ou bien pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et là, dans le cas de Jeanne, c'est simple, le type il parle bizarrement. Quel effet ça fait sur moi? Ça me fait rire. Eh bien le but c'était de faire rire. Surtout que Dumont n'est pas un réalisateur très compliqué, d'accord? Dumont il aime la simplicité. Il va privilégier le ressenti du spectateur et l'interprétation du spectateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité universelle qu'il faudrait comprendre en faisant des petites déductions. Non, c'est juste le film, c'est tu l'as pris comme ça, tu repars avec cette interprétation-là, et ben lui ça lui va. Et je me souviens lorsque j'étais à l'avant-première d'Or Satan, l'un de mes films préférés de Bruno Dumont, il y avait quelqu'un qui avait expliqué un peu sa théorie sur le film, il demandait des explications sur la fin, et Dumont était embêté, il lui a expliqué un peu ce que lui il pensait faire, il lui a expliqué que lui c'était la simplicité, qui primait avant tout, mais qu'il était embêté de lui dire ça, parce qu'en fait sinon il serait reparti lui avec son explication chez lui, et c'était pas grave, il avait son explication, et c'était très bien. Il n'est pas censé y avoir de véritables solutions, de véritables trucs à comprendre, c'est toi, ton ressenti qui va importer le plus. En plus, Bruno Dumont, c'est un réalisateur qui est assez brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de 1000 connaissances pour pouvoir apprécier ses films. Vu qu'il aime les choses simples, il n'y a pas besoin d'avoir 150 références pour apprécier ses films, il n'y a pas besoin d'avoir 150 symboles à décrypter pour essayer de comprendre le vrai sens du film non plus. Vraiment, c'est des films, si jamais tu te donnes tout simplement la permission de pouvoir vivre une émotion esthétique, il y a de fortes chances que tu apprécies. En tout cas, avoir cette hygiène intellectuelle, de s'intéresser un peu au film, de se poser quelques questions pour essayer de comprendre pourquoi les choses sont comme ça, quel est le but du réalisateur et qu'est-ce que ça produit sur soi, ça permet d'éviter de traiter de nanar ce qui est tout simplement une comédie. Et d'avoir l'air très con.